Ah, c'est pas Top trop départ. Bonjour à tous. Je vais donc essayer de répondre à la question avec un angle un peu particulier qui est le lien entre le système économique dans lequel nous nous insérons et l'énergie. Alors, je suis désolé, je vais commencer par faire un tout petit rappel de physique. Vous savez, quand on parle d'énergie aux gens, ils vont comprendre facture d'électricité, facture de gaz. Un certain nombre d'entre eux vont comprendre plein de ma voiture. C'est rare qu'ils se rappellent de l'aride définition qu'ils ont dû s'ingurgiter quand ils étaient sur les bancs de l'école. Alors, je vais vous la rappeler, même si c'est un souvenir très désagréable. L'énergie, c'est par définition la marque du changement d'état d'un système. Ça veut dire quoi, ce charabia? Ça veut dire que quand le monde physique autour de nous change, quel que soit le changement, il y a de l'énergie qui est intervenue. Alors, dans les actes de la vie courante, un certain nombre de choses sont faciles à visualiser et sont faciles à associer à de l'énergie. Quand vous avez, par exemple, un changement de température, quelque part, il y a de l'énergie qui intervient, que ce soit pour réchauffer ou pour refroidir. Quand vous avez un changement de vitesse d'un objet, typiquement une voiture qui se met en mouvement, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez un changement de forme, chose qui se passe dans n'importe quelle usine qui travaille de la matière, vous avez de l'énergie qui intervient. Quand vous avez une composition chimique qui change, ce qui arrive aussi dans un certain nombre d'usines ou dans votre estomac et dans votre propre corps, vous avez de l'énergie qui intervient. Ça, c'est un peu plus compliqué quand vous avez un corps qui se déplace dans un champ, typiquement vous, dans le champ gravitationnel, il y a de l'énergie qui intervient. Vous savez que monter sur une montagne, c'est dur, parce qu'il faut fournir de l'énergie pour lutter contre la gravitation. Quand vous avez une composition atomique qui change, vous avez de l'énergie qui intervient. C'est grâce à ça que le Soleil nous envoie du rayonnement. Et enfin, ce qui vous a particulièrement occupé jusqu'au 31 août, quand de la matière et du rayonnement interagissent, vous avez de l'énergie qui intervient. Alors une version plus utilitaire et plus quotidienne de ça, c'est le four à micro-ondes. Le four à micro-ondes envoie du rayonnement sur quelque chose et transfère l'énergie et ça chauffe. Donc l'énergie, c'est par définition le changement du monde qui nous entoure. Alors, une première conclusion qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que l'énergie propre, ça n'existe pas. Parce qu'un changement propre, ça n'existe pas. Vous avez des changements intéressants, des changements qui le sont moins. C'est une affaire de nature de changement, de bénéfices, d'inconvénients du changement, etc. L'énergie propre n'existe pas. Vous vous rendez compte que l'énergie propre dans les médias, c'est souvent l'énergie qui n'existe pas encore ou qui existe à toute petite dose. Et la deuxième conclusion que je peux vous proposer, c'est qu'il n'existe pas de système productif sans énergie. Ce n'est pas possible, parce qu'un système productif, c'est un système de transformation. Notre monde économique est un monde de transformation. Et donc, dès que vous avez une production quelque part, vous avez de l'énergie. Donc, avant même de dépendre d'un prix, le système économique dépend de l'énergie en volume, dépend de l'existence même de l'énergie. Un petit calcul d'ordre de grandeur. On n'est pas très loin de la Bretagne ici, donc je prends un breton des temps anciens. Un petit calcul d'ordre de grandeur pour vous montrer à quel point aujourd'hui nous sommes devenus des nababs grâce à l'énergie au regard de ce qu'était la condition des hommes des temps, pas si anciens que ça du reste. Alors je prends mon touriste des temps anciens, je lui colle un petit sac à dos, tout ça c'est juste pour que le calcul soit plus facile, et je dis que si mon touriste qui pèse 100 kg avec son sac à dos monte sur une montagne qui fait 2000 mètres de dénivelé, donc tous ceux qui ont fait de la montagne dans la salle apprécieront, 2000 mètres de dénivelé dans la journée, en général vous avez un peu faim à la fin de la journée, et bien en faisant ça, avec ses jambes, avec les bras c'est plus dur, mon touriste des temps anciens aura fourni une énergie mécanique qui est d'un demi-kilowattheure. Alors pour tous ceux d'entre vous qui ont vu le nombre de kilowattheures sur une facture d'électricité ou de gaz, sinon je vous invite à le faire, là, vous faites ce genre d'effort sur une journée, un ridicule demi-kilowattheure. Admettons que je sois intéressé par des gens juste pour le travail mécanique qu'ils sont capables de me fournir. Eh bien, quelqu'un qui fait fonctionner ses jambes toute la journée, un jour sur deux ou un jour sur trois, parce que peu de gens dans la salle sont capables de faire ça tous les jours que Dieu fait, eh bien, je vais obtenir de l'ordre de 100 kWh d'énergie mécanique à la fin de la journée. À la fin de l'année, pardon. Donc, je fais travailler mes jambes très très dur, une année, en poussant sur les jambes, 100 kWh d'énergie. Le même raisonnement vous amène au fait que si j'utilise des bras, et plutôt ceux de Schwarzenegger que les miens, sur une année, là, je ne vais pas récupérer 100 kWh, je vais plutôt en récupérer 10. 10 ridicules kWh. Maintenant, je prends un litre d'essence, dont chacun sait que le prix est scandaleusement élevé, insupportable et qu'il faut le baisser. Eh bien, dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie quand vous le faites brûler. Et quand vous faites passer ça dans un moteur, qui n'a jamais un rendement de 100%, vous récupérez à l'arrivée 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. 2 à 4. Ce qui veut dire que dans un litre d'essence, vous avez la même capacité à transformer l'environnement une fois que c'est passé dans un moteur que dans 10 jours de travail de force de quelqu'un qui utilise ses bras
jambes, pardon, ou 100 jours de travail de force de quelqu'un qui utilise ses bras. 1 litre d'essence, 10 ouvriers qui utilisent leurs jambes une journée, 100 ouvriers qui utilisent leurs bras une journée. Fabuleux, fabuleux. Et ça ne vaut rien. Mon litre d'essence vaut un peu plus d'1 euro. Si je paye mes ouvriers au SMIC, ce que la loi normalement m'oblige à faire, eh bien, je vais payer mon kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, selon que j'utilise des jambes ou des bras. C'est-à-dire que par la magie des combustibles fossiles, je suis capable de transformer l'environnement pour quelques centaines à quelques milliers de fois moins cher quand j'utilise la machine qui mange du pétrole ou du gaz ou du charbon ou de l'uranium que quand j'utilise des gens. La formidable hausse de la productivité du travail, dont je suis sûr qu'un certain nombre de gens dans cette salle voient ce terme imprimé sur le journal à peu près tous les jours, c'est essentiellement une affaire de mise à disposition de stocks fabuleux d'énergie qui sont gratuits, puisque les combustibles fossiles ont été formés gratuitement au cours de l'évolution des temps, sans que qui que ce soit dans cette salle ne paye le moins de centimes. Ce qui a fait notre pouvoir d'achat et tout le reste, c'est ça. Admettons que je sois un patron pas social du tout. Donc pas M. de Romanet qui vous a parlé. J'ai des esclaves. Alors l'esclave, vous savez, la définition de l'esclave, c'est qu'on ne le paye pas. C'est ça la définition de l'esclave. Cela étant, nous sommes dans une société méchante, donc il faut l'acheter et il faut l'empêcher de mourir. Donc ça vous coûte le fait de le nourrir, de l'empêcher de mourir de froid, de chaud, etc. Eh bien, quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que même ça, ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que le travail de la machine. Conclusion qui peut vous paraître peut-être un peu cynique, je pense que l'esclavage n'a pas disparu parce que nous sommes devenus bons, je pense que l'esclavage a disparu parce que c'est anti-économique comparé à la machine. Par ailleurs, quand vous voyez la différence de prix entre le travail et l'énergie, vous vous rendez compte que n'importe quelle dépense d'énergie qui remplace n'importe quelle quantité de travail est une bonne affaire. D'où mécanisation, mondialisation, automatisation, etc. Tout ça, c'est de la rationalité économique de base, dans le monde dans lequel nous vivons. L'énergie, grâce encore une fois aux ressources disponibles sur Terre, on en consomme de plus en plus. Alors vous avez sur ce petit graphique la quantité de kilowattheures consommée par personne et par an en moyenne mondiale depuis 1 siècle et demi. Donc 1 siècle et demi, c'est 6 générations, hein, c'est pas beaucoup pour une espèce qui en a connu quelques milliers ou quelques dizaines de milliers. Et vous voyez qu'en 6 générations, on est passé d'à peu près 1500 kilowattheures par personne et par an, en moyenne mondiale, à peu près 20 000. Vous voyez que les énergies s'empilent les unes sur les autres, donc il y a très peu de cannibalisme. Et ces énergies renouvelables qui excitent tant les journalistes français, c'est le petit truc bleu là, que vous avez tout en haut de la courbe. D'accord ? Et retenez cette petite maxime sur les énergies renouvelables, c'est que plus le journal en parle, moins il y en a dans le monde. C'est assez valable. Le charbon est une énergie du présent, pas du tout du passé, parce que ça sert à faire de l'électricité, c'est la première source. C'est la première énergie utilisée pour produire de l'électricité dans le monde. Le pétrole, qui est l'énergie reine des transports par excellence, est venu se rajouter par-dessus, etc. Alors, je vais vous enquiquiner avec un petit chiffre. Pendant 1 siècle, chaque terrien a disposé chaque année d'environ 2% d'énergie en plus que l'année précédente, pendant 1 siècle. Ce qui veut dire que, toute chose égale par ailleurs, chaque terrien était capable de transformer son environnement et donc de produire des fourchettes, des tables, des couteaux, etc. 2% de plus que l'année précédente. Toute chose égale par ailleurs, sans même parler de progrès technique. Chaque année, vous, moi, tout le monde pouvait transformer l'environnement 2% de plus. C'est ça l'augmentation de la productivité du travail, en tout cas c'est un des termes. Depuis les chocs pétroliers, ça s'est considérablement tassé. En fait, les chocs pétroliers ont marqué une rupture de pente extrêmement forte sur l'approvisionnement énergétique par personne. Et c'est de là, j'aurai malheureusement pas le temps de développer aujourd'hui, que sont venus, à mon avis, l'essentiel des problèmes économiques que nous connaissons aujourd'hui et qui datent de cette époque-là, le début du chômage, le début de l'endettement, le début du ralentissement de la hausse de la productivité du travail, etc. Sur quoi tout un tas de doctes médecins dignes de Molière parfois se penchent en disant c'est une crise du crédit, c'est une crise je ne sais pas quoi. Non, moi je pense que c'est avant tout une crise de l'énergie. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, chaque terrien a de l'ordre de 20 000 kWh par personne à sa disposition sur l'année. Si nous n'avions pas les combustibles fossiles, donc si tout le confort moderne était procuré par des gens utilisant leurs jambes et leurs bras, eh bien un terrien devrait avoir l'équivalent de 200 esclaves à sa disposition en permanence pour vivre de la même manière, et en France, on est plutôt à 600. En France, on est plutôt à 600. La France, on vous l'a dit tout à l'heure, utilise du nucléaire. Certes, elle utilise surtout autre chose. Vous avez ici la décomposition par type d'énergie et par usage en France,
Et tout ce que je viens de cercler en bleu provient des combustibles fossiles, c'est-à-dire pétrole et gaz pour l'essentiel, un tout petit peu de charbon dans ce pays. Notre pays est avant tout un pays fossile, enfin, au sens des combustibles. Avant tout un pays fossile. Le nucléaire est un élément très important du paysage énergétique français. Il n'empêche que c'est très loin d'être le seul. Et quand on regarde l'électricité, soit dit en passant, ce n'est pas le chauffage qui domine, et en plus l'usage de l'électricité pour le chauffage est un truc à peu près stable depuis 30 ans. Ce qui domine, c'est tout le reste. C'est tout le reste. Alors ce que je viens de vous raconter au cours de ce petit moment introductif va m'amener à ça. Ça c'est quoi? C'est la manière dont, encore une fois, quand vous ouvrez les pages économie du journal ou quand vous entendez M. Moscovici ou ses prédécesseurs, on vous parle d'économie. On vous dit l'économie, c'est très simple, il y a des gens qui travaillent et il y a du capital. Donc si le PIB flagadouille et que vos retraites vont poser un problème, pour booster un peu le PIB, il faut augmenter le travail, il faut augmenter le capital. C'est simple. Donc il faut demander aux banquiers d'arrêter de faire les azous et de financer des usines, et il faut former des gens pour qu'ils soient capables de travailler. Et puis si on fait ça, le PIB augmentera et on paiera les retraites. Alors ça c'est la théorie, la pratique montre que ça ne marche pas bien, puisque ces dernières années on a injecté des liquidités, on a financé des investissements, etc. Le PIB n'est pas reparti pour autant. Et par ailleurs, du travail on en a trop, parce qu'on a plein de chômeurs. Donc on n'a pas un problème d'accès à la quantité, il y en a trop. Bon, donc c'est pas ça le problème. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas une bonne vue des flux physiques qui pilotent notre système productif. Vous avez ici une représentation synthétique de ce que c'est vraiment, physiquement, qu'un système productif. C'est je prends des ressources et je les transforme. Vous n'avez pas un objet dans cette salle, pas un, qui soit autre chose que des ressources naturelles transformées par notre activité. C'est vrai des vêtements que vous portez, des chaises sur lesquelles vous êtes assis, du matériel audiovisuel grâce auquel je m'exprime. Tout ce que vous allez manger à midi rentre également dans cette catégorie. C'est encore vrai du moyen de transport qui vous a amené ici, etc. Pas un objet que vous allez voir aujourd'hui ni durant toute votre vie ne va être autre chose que des ressources naturelles transformées par notre activité. Pas un. D'accord ? Mais ces ressources, dans la convention économique que nous avons bâtie, valent zéro. C'est gratuite. D'accord ? Pour ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises, on aurait un système comptable normal. On collerait des dotations aux amortissements dès qu'on utilise des ressources naturelles qu'on tape dans la nature, et on collerait des provisions pour risque à chaque fois qu'on fait un truc qui modifiera plus tard l'environnement avec éventuellement des dommages associés. Ce n'est pas ce qu'on fait en macroéconomie. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On compte la valeur de ce qu'on a produit et on compte pour zéro la valeur de ce qu'on a consommé. Donc la bonne manière dont le système s'organise, vous l'avez là. On a des ressources qu'on transforme, et le capital, ça n'est rien d'autre qu'une partie de la production passée qui dure et qu'on affecte au profit de la production future. Typiquement, cet immeuble-là, c'est de la production passée, c'est des ressources et du travail passé, c'est un élément de capital, ça va durer, et, enfin j'espère, pour ceux qui l'ont rénové, et on va le mettre au service de la production future. Le travail, dont je vous rappelle que c'est une des expressions de l'énergie en physique, à nouveau, eh bien, pour 1, il est fourni par nos muscles, la transformation, et pour 200, par l'énergie mangée par les machines. Et pour 200, par l'énergie mangée par les machines. Un ouvrier qui pilote un laminoir, vous savez, un laminoir, un gros machin là, qui écrase des brames d'acier, eh bien, le rapport entre la puissance du laminoir et la puissance de ses muscles, c'est 1 à 1 million. Donc en fait, l'ouvrier, il joue à un jeu vidéo. Il appuie sur des boutons et des manettes, et le laminoir lui obéit. Il n'est pas du tout à utiliser ses propres muscles pour produire de l'acier. D'accord ? C'est pas ça. Si vous avez maintenant une restriction sur l'énergie en volume, vous aurez une restriction sur la production en volume, on va voir ça juste après, et si vous avez une restriction sur les ressources, vous aurez également une restriction sur la production. Si vous avez une usine flambant neuve et pas d'énergie pour l'alimenter, vous pouvez avoir votre usine et les travailleurs, vous n'aurez pas de production. Contribution au PIB, zéro. Si vous avez l'usine et vous n'avez pas les ressources qu'elle transforme, contribution au PIB, zéro. D'accord ? Donc, les deux goulets d'étranglement qui aujourd'hui sont déjà à l'œuvre, c'est précisément ceux qu'on ne mesure pas. Alors ça, c'est la théorie. On va la passer au banc d'essai. Vous avez ici un graphique qui vous met en perspective la variation de la quantité d'énergie consommée dans le monde, année après année. C'est la courbe verte. Donc ce n'est pas la quantité d'énergie consommée, c'est sa variation, d'accord, d'une année sur l'autre. Et en bleu, vous avez la variation du PIB mondial d'une année sur l'autre. Et vous voyez que ce qu'on constate sur ce graphique est très exactement cohérent avec ce que je viens de vous raconter sur les ordres de grandeur comparés du travail et de l'énergie. Autre représentation des mêmes données, vous avez ici des points. Chaque point correspond à une année.
en bas à gauche, vous êtes en 65, en haut à droite, en 2012. Et pour chaque année, j'ai regardé en abscisse combien le monde avait consommé d'énergie et en ordonnée quel avait été le PIB en dollars constants. Ça marche beaucoup mieux que les modèles macroéconomiques de Bercy. Donc, vous avez aujourd'hui un asservissement très fort. Encore un exemple. Ici, vous avez en rouge la variation de la production mondiale de pétrole d'une année sur l'autre. En fait, c'est une moyenne lissée sur 3 ans, peu importe. C'est la variation de la production mondiale de pétrole. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne en moyenne mondiale. Et regardez bien ce qui s'est passé sur les 2 derniers épisodes. Là et là, le pétrole varie avant le PIB. Dit autrement, ça n'accrédite pas l'hypothèse qui est on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise. Chronologiquement, ce qui se passe, c'est que vous avez d'abord moins de pétrole et ensuite c'est la crise. Si vous regardez tous les pays de l'Europe du Sud, c'est les pays en Europe qui ont la plus grande part de pétrole dans leur mix énergétique, 60% en Grèce, 50% en Espagne, 50% au Portugal, 50% en Irlande aussi, soit dit en passant. Et c'est ces pays-là qui se sont enfoncés le plus profondément dans la crise. Et dans tous ces pays, le pétrole commence à descendre 2 ans avant le PIB. Dans tous ces pays. Alors, je pourrais, malheureusement, là aussi, je n'ai pas le temps, vous donner les explications qui montrent que c'est assez normal que le pétrole soit un signe avant-coureur du PIB. Donc, si je résume ce que je viens de dire, Mère Nature a fourni, grâce à quelques centaines de millions d'années d'évolution des combustibles fossiles, gratuits, qui sont aussi gratuits que le vent et le soleil. Ce qui coûte, c'est d'y accéder et de payer la personne qui a eu la bonne idée de naître au-dessus. Ça coûte. La création de ces combustibles, zéro. Zéro. Ils sont gratuits. Ils sont aussi gratuits que le vent et le soleil. Aussi gratuits. Donc, ces combustibles gratuits brûlent. Ça nous a donné les moteurs et la chimie qui nous ont donné la totalité de ce qui nous entoure. Et la totalité de ce qui nous entoure a permis de structurer le monde tel que nous le connaissons. Grâce à la productivité du travail agricole, vous êtes assis dans cette salle à devoir vous farcir ce que je vous raconte, au lieu d'être occupé à faire pousser des patates, parce que la productivité de la culture des patates est devenue telle que vous avez le temps de faire des études longues, des emplois de bureau, des retraites, etc. Donc le monde que nous avons bâti, et tous les pays industrialisés vivent de la même manière, indépendamment du fait qu'ils aient élu des gens de gauche, de droite, du centre, du milieu, d'en haut, d'en bas, de vert à paillettes, je ne sais pas quoi. Ils vivent tous de la même manière parce que l'énergie a structuré les flux physiques chez ces gens-là de la même manière partout. Partout, on a concentré des gens dans les villes, on a fait les emplois de bureau, on a étalé les banlieues, les gens roulent en voiture, partout. Parce que partout, il y a de l'énergie. Alors, il y a 2 questions qui se posent à partir de là. La première, c'est, alors elle a été rapidement évoquée par la personne qui a fait l'introduction, avec quelques petites inexactitudes, c'est combien de temps est-ce que je peux continuer à tirer de manière croissante des combustibles fossiles du sol. Je vais vous donner 3 indications là-dessus. Deuxième question, qui est le pendant aval de la même question. Combien de temps est-ce que je peux rajouter dans l'atmosphère une espèce chimique qui s'appelle le CO2, qui reste, parce qu'elle est chimiquement très stable, donc elle ne s'en va pas vite une fois que qu'elle est dans l'atmosphère, et qui a la particularité d'être opaque aux infrarouges terrestres, et qui engendre donc ce qu'on a coutume d'appeler le changement climatique. C'est la question amont et la question aval d'un même processus qui est celui qui pilote le PIB. Alors, quand je vous dis ça, vous comprenez évidemment que limiter volontairement les émissions de CO2, toutes choses égales par ailleurs, c'est limiter volontairement le pouvoir d'achat, ça pose des problèmes d'implémentation qui ne sont pas simples. Mais c'est bien de ça dont on parle. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va diminuer de toute façon, c'est une bonne nouvelle, ce qui va nous éviter des états d'âme. Alors, on va y aller. Donc, la première partie, c'est-à-dire combien de temps est-ce que je peux avoir un flux croissant en provenance du sol. Là encore, il faut revenir à des mathématiques simples. Mon stock de départ, il est donné une fois pour toutes. Il faut 300 millions d'années pour faire du gaz ou du pétrole, enfin entre 50 et 300. Donc, au début de la civilisation industrielle, qui va durer quelques siècles ou quelques milliers d'années, j'ai un stock de départ dans le sol. Là, je ne le connais pas bien, mais ce n'est pas grave. Il est fixé une fois pour toutes. Alors, on va prendre un parallèle. Vous héritez. Vous héritez d'un capital, donc c'est une quantité d'euros qui ne va pas augmenter derrière. C'est une quantité d'euros qui arrive sur votre compte. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que cette quantité d'euros, vous ne pouvez pas chaque jour en dépenser une fraction croissante. Vous ne pouvez pas chaque jour dépenser de plus en plus d'euros indéfiniment à partir de cet héritage, vous et vos descendants, à partir de cet héritage que vous avez reçu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas dépenser chaque jour la même chose jusqu'à la nuit des temps. Même ça, ce n'est pas possible. En fait, les mathématiques vous imposent, ça se démontre, qu'en pareil cas, vos dépenses vont partir de zéro
terminer à zéro et passer par un maximum. C'est exactement pareil pour le pétrole. Les mathématiques imposent que l'extraction de pétrole de terre part de zéro. C'est facile, hein, il y a 3000 ans, on n'en extrayait pas. Un jour, ça sera zéro, au plus tard quand il n'y aura plus d'hommes, et il va y avoir un maximum entre les deux. Et la bonne question, c'est quand, comment, à quel niveau, et est-ce que c'est grave docteur ou est-ce que c'est pas grave docteur? D'accord? C'est ça les bonnes questions. Soit dit en passant, cette loi est valable pour tous les minerais. Tous les minerais, il y a un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. On ne refait pas en continu du minerai de cuivre, du minerai de plomb, du minerai de zinc ou du minerai de nickel. Le stock sous terre, il est donné une fois pour toutes. Et donc, il y aura également des courbes en cloche pour les extractions de tous les minerais qui aujourd'hui servent nos activités industrielles. Donc, nous aurons un truc qui va s'appeler le PIC. Voilà, ce n'est pas un truc idéologique fumeux, c'est juste un théorème de maths. Si je regarde le pétrole, voilà d'où nous venons. Voilà où nous allons, et nous sommes ici. Donc vous voyez, le maximum mondial, il était peut-être la semaine dernière, il sera peut-être dans 3 ans, et enfin, bon, bref. En gros, on y est. En tout cas, on y est vraiment au sens de déplacer les systèmes de transport, parce que le pétrole, c'est essentiellement les systèmes de transport, l'urbanisme, les organisations industrielles et les métiers qui vont avec, c'est un truc qui prend plus d'une semaine. Donc que le pic soit il y a 5 ans ou qu'il soit dans 10 ans, le problème se pose exactement de la même manière. Exactement de la même manière. La question à laquelle tout le monde pense en pareil cas, c'est combien ça va valoir, et je vais vous expliquer que c'est une bonne question pour les Français et une question sans importance en ce qui concerne l'économie mondiale. Alors parlons des Français et parlons de l'Europe. Vous avez ici l'approvisionnement pétrolier de l'Europe depuis 1965. Alors tout à l'heure, on nous a dit, enfin la personne qui a fait l'introduction a dit le pic, on nous en parle pour plus tard. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour l'Europe, le pic il est passé. Le voilà. Vous avez en rose la production de la mer du Nord, en vert nos importations, qui aujourd'hui représentent les 3/4. J'ai mis la Norvège là-dedans. L'Europe a perdu 15% de son pétrole depuis 2006. Ce n'est pas parce qu'on est sage, c'est parce qu'il y en a de moins en moins. D'accord? Et la récession qu'on connaît depuis 2007 est, avec ce que je vous ai dit avant, une conséquence parfaitement logique de ce que nous avons vécu depuis 2006 sur le pétrole. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, donc je vous disais tout à l'heure, ça ne sert à rien de dire qu'on veut que le pouvoir d'achat ne soit pas comprimé par la lutte contre le changement climatique. De toute façon, je pense qu'il va baisser. Pour le gaz, c'est exactement pareil. La proportion n'est pas la même, mais en attendant, le gaz est également à la baisse en Europe. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que tous les gens, quelles qu'en soient les justifications qui disent le nucléaire c'est horrible, vaut mieux le remplacer par du gaz qui est vachement bien, pas sûr que ce soit si facile. Voilà quel est le potentiel du gaz dit de schiste en France et en Pologne cumulé. Tout ça est une affaire de chiffres. Hein. Donc c'est un non-débat, le gaz de schiste. Ce n'est pas un débat, c'est un non-débat. Epsilon, ça ne change à peu près rien aux conditions de marché et de volume du gaz en Europe. Et par ailleurs, ça supposerait de faire ça. Personnellement, je pense que la presse s'est focalisée sur 2 sujets qui n'en sont pas. La fracturation, c'est un faux problème. Les poutres de perlimpinpin et le pec-vaisselle qu'on met sous terre, c'est un faux problème. Par contre, ça, c'est un vrai problème. Hein, le vrai problème des gaz non conventionnels, c'est l'occupation en surface. La France, ce n'est pas les États-Unis, on n'est pas un pays désert. Hein. Par ailleurs, il y a des tas d'autres trucs, je n'ai malheureusement pas le temps d'y venir, sur le droit minier, sur les conditions économiques, etc. Moi, je suis un très grand sceptique des gaz de schiste, au sens où je pense que ce n'est pas le sujet. Enfin, nous avons du charbon sur Terre, et le charbon, c'est essentiellement dû aux Chinois pour l'augmentation récente. Cela étant, les Chinois, c'est aussi vous. À chaque fois que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. On va terminer ce petit exposé introductif avec une petite règle de 3 que je vous propose à partir de maintenant pour voir où est-ce que tout ça pourrait aller plus tard. Alors ma règle de 3 commence par dire que le PIB mondial est égal à lui-même. J'espère que malgré les ventres vides, on sera à peu près d'accord là-dessus. Je multiplie et je divise par l'énergie. Ça veut dire quoi cette histoire? Ça veut dire que je fais apparaître un terme qui s'appelle PIB sur énergie. PIB sur énergie, c'est combien d'euros de valeur ajoutée je crée pour les hommes quand je modifie l'environnement à hauteur de 1 kWh. Je vous ai dit tout à l'heure, 1 kWh, c'est un changement physique de l'environnement. Donc je modifie l'environnement à hauteur de 1 kWh en déplaçant, en tordant, en vissant, en chauffant, en refroidissant, peu importe. Combien d'euros pour les hommes je crée en faisant ça? Plus je crée d'euros en modifiant peu l'environnement, et plus on dit que mon économie est énergétiquement efficace. Et je multiplie par l'énergie. Et je ramène ça aux individus. Donc le PIB par personne, c'est-à-dire vos revenus, parce que par définition, le PIB par personne, c'est vos revenus. Salaire et rente agrégée, c'est strictement égal à l'énergie par personne fois l'efficacité énergétique de l'économie. Plus vous avez d'énergie, plus vous gagnez d'argent. C'est très exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Alors, l'énergie par personne, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça augmente, puis ça arrête d'augmenter. L'efficacité énergétique de l'économie, ça augmente doucettement,
depuis quelques dizaines d'années. Avant, on ne savait pas calculer le PIB, donc le problème ne se pose pas. Et donc, le PIB par personne, me dit ma petite règle de 3, je dois observer que pendant les 30 Glorieuses, il croissait d'un peu plus de 3% par an, et depuis les chocs pétroliers, d'un peu plus de 1. Alors, voilà ce que ça a donné en France. Vous voyez que le PIB s'arrête de croître en 2007. Voilà ce que ça donne dans le monde. Vous avez bien les 30 Glorieuses, où ça croît de 3% par an. C'est la barre rouge qui est importante, c'est la moyenne par décennie. Et pour ce qu'on a appelé parfois les 30 piteuses, c'est-à-dire les 30 ans qui ont suivi le choc pétrolier, on est bien à 1% par an. La France a fait des marches d'escalier plutôt plus descendantes, et donc vous voyez que quel que soit le candidat à la présidence de la République qui vous explique qu'on va revenir au-dessus de 2% par an, moi si j'étais à votre place, je me méfierais. Je pense que le pétrole et le gaz l'empêchent de faire ça. Je vous disais tout à l'heure, le pétrole, c'est un problème de volume, pas de prix. Vous avez ici un graphique dans lequel, encore une fois, pour chaque année entre 1960 et 2011, en abscisse, je mets le prix du baril et en ordonnée, le PIB mondial. Si la théorie disait que plus l'énergie vaut cher, moins il y a de PIB, eh bien, vous devriez voir un nuage de points descendant, c'est-à-dire que quand vous allez vers la droite du graphique où le prix du pétrole augmente, le PIB baisse. On devrait avoir un nuage de points organisé en droite comme ça. Vous voyez que ce n'est pas du tout ça qu'on observe. Donc, il n'y a pas de lien entre le PIB mondial et le prix du pétrole. Zéro. Ce n'est pas un sujet pour le PIB mondial. Quand le prix du pétrole augmente, c'est triste pour nous, c'est vachement bien pour les producteurs de pétrole. Et après, ils nous achètent le PSG et les galeries farfouillettes. Donc, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un sujet pour le PIB mondial. C'est un sujet pour nous, par contre. Parce que nous sommes importateurs massifs. Alors, voilà ce que donne la facture énergétique de l'Union européenne, multipliée par 6 en l'espace de 10 ans. Voilà un autre truc qui peut vous faire réfléchir. Depuis 1993, l'augmentation de ce qu'on appelle la dette souveraine, c'est-à-dire l'endettement de l'État, est à peu près égale à la quantité d'argent qu'on a déboursé sur le même laps de temps pour s'acheter du pétrole et du gaz. D'accord ? Alors nous, on est des branquignols, chacun le sait, on tient mal nos comptes, etc. Donc on va avoir des gens sérieux, les Allemands, et vous voyez que c'est très différent chez eux. Donc c'est un problème structurel. Ce que je suis en train d'évoquer est vraiment un problème structurel. 3 mots sur le changement climatique pour finir. Vous savez que chaque médaille a son revers. Toujours une manière de voir les choses sous un œil optimiste. Vous avez ici quelque chose qui ressemble à ce que serait l'Europe s'il n'y avait pas d'hommes. Vous allez me dire, s'il n'y a pas d'hommes et pas de femmes, on s'en fout de savoir à quoi ressemble l'Europe, puisqu'on n'y est pas. Bon. Donc, ça représente les écosystèmes qui seraient là si on n'avait pas défriché pour faire de l'agriculture, occuper l'espace pour faire des routes, des ponts, des villes, etc. Qu'est-ce qu'il y aurait en Europe? Essentiellement de la forêt. Ça veut dire que les conditions de température et surtout de pluviométrie sont suffisamment clémentes pour que nous ayons des forêts, c'est-à-dire des écosystèmes abondants, on va dire. Voilà l'Europe de la dernière ère glaciaire. Il y a 20 000 ans, nous sommes au dernier maximum glaciaire. La Terre est beaucoup plus froide, il y a des mammouths partout, vous savez, ceux à poil laineux. Vous avez une énorme calotte de glace qui est posée sur la Scandinavie. La même chose posée sur le Canada. Cette glace a pris tellement d'eau dans l'océan pour se former que le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc Le Havre n'est pas une cité portuaire. Et on peut aller mettre la pâtée aux Gallois au rugby à pied. Le point bas de la Manche, c'est 115 mètres, donc on peut y aller à pied. Eurotunnel fait faillite, enfin bref. Donc c'est un monde assez différent. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il fait froid, donc il fait plus sec. Et l'écosystème installé sur l'Europe, c'est essentiellement un écosystème de type nord-sibérien. C'est de la steppe et de la toundra, c'est sec, c'est froid, c'est pas agréable et il ne pousse pas grand-chose. Eh bien, la différence de température planétaire entre ces deux paysages, c'est 5 degrés. Donc quand la Terre est sortie de la dernière ère glaciaire pour venir dans l'ère que nous connaissons, la planète s'est réchauffée de 5, pas 50, 5 degrés en quelques milliers d'années. Regardez le résultat que ça a produit. Alors celui-là s'est produit à notre avantage, et puis il s'est produit sur un monde où on était 5 millions de bons hommes, nomades, 20 ans d'espérance de vie à la naissance, et n'ayant pas de carte à la CGT. Donc ce problème-là, d'accord, pas un sujet. Le même genre de transition s'appliquant en un siècle ou deux à 7 milliards de bipèdes sédentaires. Vous avez vos infrastructures, vos écoles, vos habitudes, vos champs, etc. Vous n'allez pas partir avec ça sur le dos pour aller vous installer chez le voisin qui en plus ne sera pas d'accord. Il est évident que ce genre de transition dans un monde de 7 milliards d'hommes sédentaires se terminera par tout sauf la joie et la bonne humeur. Ça sera un monde violent et chaotique. Violent et chaotique.
Donc quand le GIEC, qui va publier son 5e rapport d'évaluation dans très exactement 3 jours, va vous dire on risque quelques degrés, en gros, moi je vous le traduis avec le langage de tous les jours, on risque la guerre. Voilà ce qu'on risque. Mais pas avec les gens du Bangladesh ou les... Non, avec nos voisins, entre nous-mêmes. Parce que la compétition pour les ressources deviendra trop forte pour que la démocratie y résiste. Enfin, je vais terminer avec un plat de spaghettis. Certains d'entre vous dans cette salle sont dans des entreprises. Alors je vais vous montrer que le problème que je viens d'évoquer peut s'inviter par des tas de portes et fenêtres et qu'on n'est pas en train de parler d'un problème qui se traite en silo, page 3 du journal, à côté des problèmes sérieux qu'on traite quand on a le temps, hein, mais de quelque chose qui s'invite absolument partout dans la vie des entreprises. Il va y avoir, je vous l'ai dit, des tensions sur l'approvisionnement fossile. Alors, comme l'énergie est une commodité vendue sur des marchés, quand vous avez une tension, le prix devient volatile et de temps en temps, vous avez des chocs. Ce qu'on constate en ce moment absolument partout. Hein. À ce moment, l'énergie devient plus chère et vous avez de l'inflation induite partout, puisqu'il y a de l'énergie partout. Par des effets d'asservissement sur les marchés, vous avez également des tas de matières premières qui deviennent plus chères, les céréales, l'or, etc. Crac, re-impact sur les coûts. Mais comme vous n'avez pas assez d'énergie, c'est ça qui a provoqué la hausse de prix, par ailleurs, vous avez une récession. Et à ce moment, la récession vous impacte vos recettes. Alors, ce que je suis en train de vous faire là, vous pouvez le faire sur l'État, sur une collectivité locale ou sur votre propre budget. Enfin, je veux dire, c'est toujours le même raisonnement. Hein. Le changement climatique à l'œuvre, de temps en temps, nous prive de ressources. Typiquement, les grandes canicules qu'on a maintenant à répétition font des pressions très fortes sur les ressources agricoles. Celle de 2010 a provoqué, pour partie, le bazar du printemps arabe début 2011. Hein, les pays, la Tunisie et l'Égypte sont de très gros importateurs de céréales. Et à ce moment, vous avez également un impact sur les coûts, sur le chiffre d'affaires. Après, il y a des gens, par exemple les clients, qui peuvent dire « nous, on va vouloir se soucier de cette affaire ». Et à ce moment, si l'entreprise ou la collectivité locale ou l'État, peu importe, ne fait pas ce qu'il faut pour répondre à cette attente, il y a un impact sur l'équilibre économique parce que les gens se mettent à faire autre chose que ce qu'on attendrait d'eux. L'État peut réglementer, réguler, etc. À ce moment, il y a des impacts, c'est même son rôle, je vous rappelle à l'État de faire des règles du jeu. Les banquiers peuvent se mettre de la partie. Ils peuvent se dire, toi mon coco, tu vas investir dans un truc qui est trop dépendant du pétrole, directement ou indirectement, donc je te prête à 3 ans, à 25%, et si tu ne me rembourses pas, je t'envoie la mafia. Hein. Donc il va y avoir, ça commence à venir, ce genre de raisonnement. Hein. Et à ce moment, si les gens sont dans un secteur dans lequel ils ne sont pas trop dépendants de l'énergie fossile, ils ne peuvent plus financer leurs investissements parce que la prime de risque devient trop élevée, et donc ça accélère leurs problèmes. Enfin, il peut y avoir un sujet de gens qui ont besoin, qui sont qualifiés pour s'en occuper, et s'ils ne sont pas là parce que recrutés suffisamment à l'avance, au moment où le problème n'est pas encore crucial, le jour où le problème devient un peu plus crucial, ben, les gens pour gérer le problème ne sont pas là, et à ce moment, vous avez une pression supplémentaire. Et enfin, vous avez au milieu de tout ça, ça aurait mérité un débat à lui tout seul, les ONG, dont le métier est de secouer le cocotier, quoi qu'il en tombe du reste, hein, parce que leur métier est de secouer, pas trop de sélectionner les noix de coco, et qui ont pour vocation de mettre de l'agitation dans tout ce tableau. Voilà, j'ai dépassé de 2 minutes, je suis absolument désolé pour les organisateurs.